Ma belle-fille a drogué mon verre pour m'humilier. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que j'échangerais nos verres. Au moment où je l'ai vue s'effondrer, inconsciente, à la table de notre dîner de famille, j'ai compris que la profondeur de sa cruauté dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier? Je vous demande seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer à ouvrir mon cœur. La pluie tombait sans relâche ce soir d'octobre sur Paris, créant une douce percussion contre la fenêtre de mon appartement du 4e étage dans le 20e arrondissement. Je pouvais sentir l'odeur du bitume mouillé mêlée à l'arôme déclinant des géraniums que j'avais plantés dans ma petite jardinière de rebord de fenêtre. À 72 ans, ma routine quotidienne était devenue une danse de survie soigneusement orchestrée. Je me réveillais avant le lever du soleil, mon arthrose me saluant avec sa douleur familière, et je préparais un petit déjeuner que je mangeais souvent seule, en regardant les informations du matin souligner tous les problèmes que je ne pourrais jamais résoudre. Mon reflet dans le miroir du couloir montrait une femme que je reconnaissais à peine. La femme pleine de vie qui avait autrefois dansé avec mon défunt mari, Robert, dans notre appartement de Montmartre, semblait un lointain souvenir. Mes cheveux argentés étaient toujours soignés, mes vêtements toujours repassés, mais mes yeux. Mes yeux portaient le poids d'années de déception et de désespoir silencieux. Ce soir-là, je me tenais dans ma petite cuisine, remuant une marmite de soupe qui me durerait 3 jours, lorsque mon téléphone a vibré. C'était un message de mon fils, Marc. Dîner de famille chez nous demain soir? Maman. Sophie veut discuter de quelque chose d'important avec tout le monde. 19 heures. Sophie. Ma belle-fille depuis 15 ans. La femme qui avait lentement mais systématiquement retourné mon propre fils contre moi. J'ai posé ma cuillère en bois et j'ai senti cette boule familière se former dans mon estomac. Ces dîners de famille étaient devenus des champs de bataille déguisés en réunions, où j'étais toujours la cible et jamais l'invité. Je suis allée dans mon salon et j'ai pris la photo encadrée du jour du mariage de Marc. J'étais là, rayonnante de fierté dans ma robe bleu marine, debout à côté de mon fils qui était si beau dans son costume. Mais même à ce moment-là, le sourire de Sophie semblait forcé quand elle me regardait. Ses yeux verts avaient une froideur que j'avais tant essayé d'ignorer, me convainquant que ce n'était que la nervosité d'intégrer une nouvelle famille, comme je m'étais trompée. Cette nuit-là, je suis restée allongée dans mon lit à regarder le plafond, écoutant les bruits de Paris qui s'endormaient. Le bourdonnement lointain de la circulation sur le périphérique, une sirène occasionnelle, les voisins du dessus marchant sur leur plancher. Je me demandais de quoi Sophie voulait discuter. Dans mon cœur, je savais déjà que ce ne serait pas une bonne nouvelle pour moi. Ça ne l'était jamais. Le lendemain matin, j'ai pris le métro pour me rendre dans le centre de Paris afin de voir mon médecin. Le docteur Bernard me suivait depuis 10 ans, observant ma tension artérielle grimper à mesure que mon stress familial augmentait. Son cabinet se trouvait dans un grand immeuble près du jardin du Luxembourg, et j'aimais toujours regarder les arbres depuis sa salle d'attente. « Madame Fournier ?» dit-il en examinant mon dossier lors de notre rendez-vous, « votre niveau de stress m'inquiète. Avez-vous envisagé de parler à quelqu'un de ce qui vous trouble à la maison? » J'avais envie de tout lui raconter. J'avais envie de lui expliquer comment ma propre famille était devenue un groupe d'étrangers qui n'appelaient que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Comment ma belle-fille avait progressivement empoisonné ma relation avec mes petits-enfants, me faisant sentir comme une visiteuse importune dans leur vie. Comment mes économies s'épuisaient lentement à cause de demandes de prêts qui n'étaient jamais remboursées. Mais au lieu de cela, j'ai simplement souri et dit « Oh docteur, vous savez comment sont les familles. Nous avons tous nos petits désaccords. » Il m'a regardé avec des yeux bienveillants qui semblaient en voir à travers ma comédie. « Hélène, vous êtes ma patiente depuis longtemps. Je vois que vous portez un lourd fardeau. Vous n'êtes pas obligée de le porter seule. » J'ai quitté son cabinet avec une ordonnance pour un médicament plus fort contre l'hypertension et une carte de visite pour un thérapeute spécialisé en thérapie familiale. J'ai plié la carte avec soin et l'ai mise dans mon sac à main, sachant que je ne l'utiliserais probablement jamais, mais me sentant en quelque sorte réconfortée de l'avoir.
Le trajet en métro pour retourner dans le 20e arrondissement m'a donné le temps de réfléchir à la façon dont j'en étais arrivée là. Cela ne s'était pas produit du jour au lendemain. C'était une lente érosion, comme l'eau qui use la pierre. Chaque petite offense, chaque commentaire dédaigneux, chaque fois que mes opinions étaient ignorées ou que mes offres d'aide étaient déclinées avec une irritation à peine dissimulée. Je me suis souvenu des premières années après la mort de Robert, comment Marc m'appelait tous les jours pour prendre de mes nouvelles, comment il amenait les enfants pour les dîners du dimanche, et nous nous entassions tous autour de ma petite table de salle à manger, riant et partageant des histoires. Sophie souriait alors, mais même à cette époque, je pouvais la sentir m'observer, attendant que je dise ou fasse quelque chose qu'elle pourrait critiquer plus tard. La première vraie fissure est apparue lorsque le petit Thomas, mon petit-fils, avait environ 5 ans. Il s'était écorché le genou au parc, et je l'avais nettoyé et mis un pansement en lui chantant la même petite chanson que je chantais à Marc quand il était blessé. Sophie m'avait arraché Thomas des bras, le visage rouge de colère. « Ne le materne pas, Hélène », avait-elle lancé. « Il doit apprendre à être un dur. » J'avais été abasourdie par son ton, mais je me suis quand même excusée, ne voulant pas faire de scène. Marc avait eu l'air mal à l'aise, mais n'avait rien dit. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que maintenir la paix dans cette famille serait toujours ma responsabilité, et que mes besoins passeraient toujours en second. Les années ont passé, et les demandes d'argent ont commencé. Au début, ce n'était que 100 € par-ci par-là. « Maman, on est un peu juste ce mois-ci. Pourrais-tu nous aider ?» demandait Marc. Et bien sûr, je disais oui. J'avais l'assurance vie de Robert et nos modestes économies. Qu'est-ce que l'argent comparé à la famille? Mais les demandes sont devenues plus importantes et plus fréquentes. 1 000 € pour l'équipement de football de Thomas. 1 500 pour le cadeau de mariage de la sœur de Sophie. 3 000 pour des vacances en famille auxquelles je n'étais pas invitée. Chaque fois, je transférais l'argent de mes comptes qui diminuaient et chaque fois, les promesses de me rembourser devenaient plus vagues. « On te remboursera quand Marc aura sa prime », disait Sophie d'un geste de la main, comme si mes soucis financiers étaient insignifiants. Mais les primes arrivaient et repartaient, et mon argent ne revenait jamais. Le pire, cependant, n'était pas l'argent. C'était la façon dont j'étais devenue invisible dans leur vie. Mon 66e anniversaire s'est passé sans un appel téléphonique. Quand je suis tombée et que je me suis foulé la cheville, il a fallu 3 jours pour que quelqu'un prenne de mes nouvelles, et seulement parce que j'ai dû appeler Marc moi-même. Noël est devenu des visites obligatoires, où je me sentais comme une étrangère observant le bonheur de ma propre famille. J'ai commencé à tenir un journal à cette époque, écrivant les choses qui me blessaient, espérant que les voir sur papier m'aiderait à comprendre la douleur. Les pages se sont rapidement remplies d'incidents qui semblaient petits individuellement, mais qui créaient ensemble un schéma dévastateur. Aujourd'hui, Sophie a levé les yeux au ciel quand j'ai suggéré que nous passions le repas de la Toussaint dans mon appartement comme avant, ai-je écrit un soir. Elle a dit qu'il n'avait pas le temps de traverser Paris pour juste un dîner alors qu'il pouvait avoir une meilleure célébration à la maison. Marc n'a rien dit pour me défendre. Thomas a demandé s'il pouvait dormir chez moi le week-end prochain. Pouvait-on lire dans une autre entrée? J'étais si excitée, j'ai commencé à planifier des activités que nous pourrions faire ensemble. Mais Sophie a dit qu'il était trop occupé avec ses amis et le sport. Quand j'ai proposé de le récupérer après son match et de passer juste quelques heures ensemble, elle m'a dit que j'étais collante et que je faisais culpabiliser tout le monde. Le mot collante est devenu son arme favorite contre moi. Si j'appelais trop souvent, j'étais collante. Si je voulais passer les fêtes ensemble, j'étais collante. Si j'exprimais ma peine d'être exclue des activités familiales, j'étais collante et manipulatrice. J'ai commencé à remettre en question chaque interaction, chaque appel téléphonique, chaque message. Est-ce que j'en demandais vraiment trop? Est-ce que vouloir faire partie de la vie de mon fils était vraiment si déraisonnable? Le doute s'est insinué comme un poison, me faisant remettre en question mes propres perceptions et besoins. Mon amie Myriam du centre social a remarqué le changement en moi. Myriam était veuve aussi, mais elle semblait avoir trouvé un moyen de maintenir sa dignité et sa joie malgré ses pertes. Elle était originaire d'Algérie, mais vivait à Paris depuis plus de 40 ans, et elle avait une façon de dire la vérité qui transcendait les faux-semblants. « Hélène,
m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous quittions notre club de lecture hebdomadaire, tu te ratatines. Chaque semaine que je te vois, tu es plus petite. Pas physiquement, mais dans ton esprit. Qu'est-ce qui t'arrive? Je voulais lui dire, mais j'avais honte. Comment pouvais-je admettre que ma propre famille me traitait comme un fardeau? Comment pouvais-je expliquer que les personnes que j'aimais le plus au monde semblaient à peine tolérer ma présence? Oh, tu sais comment c'est, Myriam, ai-je dit, en essayant de paraître désinvolte. Les familles sont compliquées. Elle s'est arrêtée de marcher et s'est tournée vers moi sur le trottoir. Le soleil de fin d'après-midi brillait à travers les arbres, créant des motifs de lumière et d'ombre sur le pavé entre nous. Ma chérie, a-t-elle dit, en utilisant ce terme affectueux qui me faisait toujours me sentir choyée, être compliquée, c'est être en désaccord sur la politique ou la religion. Ce que tu décris semble être tout autre chose. Quand est-ce que quelqu'un dans ta famille t'a fait te sentir aimée, et pas seulement tolérée? Je n'ai pas pu lui répondre parce que, honnêtement, je ne m'en souvenais pas. Cette prise de conscience m'a frappée comme un coup physique, me faisant suffoquer juste là, sur le trottoir. Le soir du dîner de famille est arrivé, gris et froid. J'avais passé l'après-midi à me préparer, choisissant mes vêtements avec soin, répétant des conversations dans ma tête. Je portais mon plus beau pull, celui de couleur bordeaux qui, selon Robert, faisait ressortir la couleur de mes yeux, et j'avais apporté une tarte aux pommes que j'avais faite maison, en utilisant la recette de ma mère. Le trajet en métro jusqu'au Marais m'a semblé plus long que d'habitude. Je regardais les quartiers familiers défiler à travers les fenêtres striées de pluie, chaque station me rapprochant de ce que je savais, d'une manière ou d'une autre, être une confrontation. Mes mains tremblaient légèrement alors que je tenais mon sac à main et la boîte à tarte, et je me suis surprise à prendre de profondes respirations délibérées pour calmer mes nerfs. Marc et Sophie vivaient dans un magnifique appartement d'un immeuble haussmannien dans le Marais, le genre d'endroit que j'avais toujours rêvé que Robert et moi posséderions un jour. La rue bordée d'arbres était calme et élégante, avec des entrées bien entretenues et des balcons fleuris qui respiraient la prospérité et la stabilité. Je les avais aidés avec l'apport, transférant 25 000 € de mon compte d'épargne sans hésitation lorsque Marc m'avait expliqué à quel point ce serait important pour les enfants de grandir dans un si bon quartier. Alors que je montais les marches en pierre familière jusqu'à leur porte d'entrée, j'entendais des rires venir de l'intérieur. Ce son aurait dû me rendre heureuse. Mais au lieu de cela, il m'a rempli d'effroi. Je savais que ces rires s'arrêteraient probablement au moment où j'entrerais. Sophie a ouvert la porte, vêtue d'une robe qui coûtait probablement plus que mon budget mensuel de course. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés et son maquillage était impeccable. On aurait dit qu'elle était habillée pour une occasion spéciale, ce qui m'a fait me demander si j'avais manqué quelque chose d'important à propos du dîner de ce soir. « Hélène, dit-elle, son ton poli mais froid. Tu es pile à l'heure. Entre. » La maison sentait merveilleusement bon, le poulet rôti et le pain frais. La salle à manger était dressée avec leurs belles porcelaines et leurs verres en cristal, ceux qu'ils avaient reçus en cadeau de mariage. Des bougies étaient allumées sur la table, et tout semblait élégant et accueillant. Pendant un instant, je me suis permis d'espérer que peut-être ce soir serait différent. Peut-être que Sophie avait prévu quelque chose de gentil pour la famille. Marc est venu me saluer, me faisant une accolade rapide qui semblait plus obligatoire qu'affectueuse. « Salut, maman! Le trajet s'est bien passé? »« Bien. »« Mon chéri ?» ai-je répondu en lui tendant la tarte. « J'ai fait une tarte aux pommes avec la recette de grand-mère. J'ai pensé que tout le monde pourrait l'apprécier. » Sophie a pris la boîte à tarte de ses mains sans un mot et a disparu dans la cuisine. Je l'ai entendu dire quelque chose à quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas pu distinguer les mots. Quelques minutes plus tard, elle est revenue avec un plateau de verre rempli de ce qui ressemblait à un cocktail de fruits. « J'ai préparé quelque chose de spécial pour ce soir, » annonça-t-elle, souriant d'une manière qui n'atteignait pas ses yeux. « Une nouvelle recette que j'ai trouvée en ligne. » C'est censé être très relaxant. Les verres étaient de magnifiques cristaux taillés et la boisson à l'intérieur était d'une jolie couleur rose qui me rappelait un lever de soleil. Sophie en a tendu un à chacun de nous, Marc, moi et elle-même. Les enfants, ai-je remarqué, n'étaient pas inclus dans cette offre de boisson spéciale.
Où sont Thomas et Lucie? Ai-je demandé, cherchant mes petits-enfants du regard. En haut, en train de faire leurs devoirs, a répondu Marc. Ils descendront pour le dîner tout à l'heure. Quelque chose clochait dans toute cette situation, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Sophie était plus attentionnée que d'habitude, s'assurant que tout le monde avait son verre, nous encourageant à essayer sa recette spéciale. Mais son attention semblait calculée, comme si elle jouait un rôle dans une pièce où je ne connaissais pas mes répliques. « C'est délicieux », a dit Marc après avoir pris une gorgée. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?»« Oh, juste des jus de fruits et quelques ingrédients spéciaux », a répondu Sophie mystérieusement. « Des secrets de famille, tu sais ?» J'ai levé mon verre pour prendre une gorgée, mais quelque chose m'a fait m'arrêter. Peut-être était-ce la façon dont Sophie me regardait si intensément, ou peut-être le léger tremblement de sa main alors qu'elle tenait son propre verre. Quoi qu'il en soit, j'ai reposé mon verre sur la table basse. En fait, je pense que je vais attendre qu'on se mette à table, ai-je dit. Tu sais comment ces médicaments agissent sur un estomac vide. Le visage de Sophie a vacillé avec ce qui ressemblait à de l'agacement, mais elle l'a rapidement dissimulé par un sourire. « Bien sûr, Hélène. Tiens, laisse-moi juste. » Elle a tendu la main vers mon verre, comme pour le déplacer dans un endroit plus sûr, mais dans sa précipitation, elle a réussi à intervertir la position de nos verres. J'ai observé la scène sans rien dire. Quelque chose me disait de faire attention, de me souvenir exactement où chaque verre était maintenant positionné. Nous sommes passés dans la salle à manger, où un magnifique repas était disposé sur la table. Le poulet rôti était doré à souhait, entouré de légumes rôtis qui brillaient d'herbe et d'huile d'olive. Il y avait de la purée, des haricots verts et des petits pains chauds qui me mettaient l'eau à la bouche. C'était le genre de repas qui aurait dû réunir une famille dans la gratitude et l'amour. Mais alors que nous nous asseyions, je pouvais sentir la tension dans la pièce comme de l'électricité dans l'air avant un orage. Sophie ne cessait de jeter des regards à Marc et il se tortillait mal à l'aise sur sa chaise. Il communiquait sans mots, comme le font les couples lorsqu'ils préparent quelque chose ensemble. « Alors, Hélène, » a commencé Sophie en servant le poulet, « Marc et moi voulions te parler de quelque chose d'important ce soir. » Ça y est, pensai-je. J'ai pris mon verre, ce que je réalisais maintenant être à l'origine le verre de Sophie, et j'ai bu une petite gorgée. La boisson était sucrée avec un arrière-goût légèrement amer que je ne pouvais pas identifier. « Nous avons réfléchi à l'avenir, » a poursuivi Marc, sans me regarder dans les yeux, « à ce qui est le mieux pour tout le monde. » J'ai pris une autre gorgée, remarquant que Sophie me regardait intensément tout en touchant à peine à son propre repas. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mais je me suis forcée à rester calme. « Et nous pensons, » a ajouté Sophie, sa voix prenant ce ton mielleux qu'elle utilisait lorsqu'elle s'apprêtait à dire quelque chose de particulièrement blessant, que tu serais peut-être plus heureuse dans un endroit où tu pourrais être entourée de gens de ton âge. Tu sais, où tu n'aurais pas à te soucier de cuisiner pour toi ou d'entretenir un appartement. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Il parlait de me mettre dans une maison de retraite. Mes mains tremblaient en posant ma fourchette. « Je ne comprends pas, » ai-je dit doucement. « Je suis parfaitement capable de prendre soin de moi. Je vis de manière autonome depuis 12 ans, depuis la mort de ton père. Mais maman, » a dit Marc, me regardant enfin avec ce que je soupçonnais être une inquiétude répétée, « tu ne rajeunis pas. Et si quelque chose arrivait? Si tu tombais à nouveau et que personne ne te trouvait pendant des jours? » J'ai réalisé qu'il s'agissait d'une intervention planifiée, soigneusement orchestrée pour me faire sentir que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Le dîner spécial, le cadre formel, même le moment, tout avait été conçu pour me coincer. « Et tes finances ?» a ajouté Sophie avec une fausse sympathie. « Nous savons que les temps ont été durs pour toi. Une belle résidence pour seniors réglerait tous ces soucis. Mes finances étaient serrées parce que je les avais soutenues pendant des années. Mais je doutais que Sophie allait reconnaître ce fait dérangeant. J'ai pris une autre gorgée de mon verre, notant que l'arrière-goût amer devenait plus prononcé. Sophie me regardait maintenant avec une impatience à peine dissimulée, comme si elle attendait que quelque chose de spécifique se produise. C'est là que j'ai compris. La boisson spéciale, la façon dont elle avait insisté pour que je la goûte, la façon dont elle avait échangé nos verres quand j'avais hésité.
Mon sang s'est glacé dans mes veines en réalisant ce qui se passait. Sophie avait drogué mon verre. Elle prévoyait de me droguer, probablement pour me faire paraître confuse ou instable, pour soutenir leur argument selon lequel je devais être placée en institution. La cruauté de son geste m'a coupé le souffle. Ma propre belle-fille était prête à m'empoisonner pour obtenir ce qu'elle voulait. Mais elle avait échangé nos verres dans sa hâte de s'assurer que je le boive. Ce qui signifiait qu'elle était en train de consommer ce qu'elle m'avait destiné. J'ai continué à siroter lentement ce qui était à l'origine son verre, en la regardant commencer à montrer des signes subtils de malaise. Ses joues devenaient rouges, et elle se touchait constamment le front comme si elle avait mal à la tête. « Sophie, tu te sens bien ?» ai-je demandé avec une inquiétude sincère, malgré ce que je soupçonnais maintenant qu'elle avait prévu pour moi. « Je vais bien », a-t-elle lancé, mais ses mots étaient légèrement pâteux. « Concentrons-nous sur ce qui est important. » Hélène, nous pensons vraiment que c'est la meilleure option pour tout le monde. Marc nous regardait tour à tour, clairement confus par la dynamique à laquelle il assistait. Il n'avait aucune idée de ce que sa femme avait prévu, ce qui m'a apporté un petit réconfort. Au moins, mon fils n'essayait pas activement de me droguer. « À quel genre d'établissement pensez-vous » ai-je demandé, jouant le jeu tout en observant l'état de Sophie se détériorer. Elle avait maintenant des difficultés évidentes à se concentrer, clignant rapidement des yeux et se balançant légèrement sur sa chaise. Quoi qu'elle ait mis dans cette boisson, cela commençait à faire sérieusement effet. « Il y a un endroit charmant dans les Yvelines », dit-elle, ses mots devenant de plus en plus difficiles à comprendre. « Très abordable. Et ils prennent en charge avec la sécurité sociale. » Elle luttait clairement maintenant, une main agrippant le bord de la table pour se soutenir. Marc commençait à remarquer que quelque chose n'allait vraiment pas avec sa femme. « Sophie, tu es pâle, » dit-il en lui prenant le bras. « Peut-être que tu devrais t'allonger. »« J'ai besoin de... » a-t-elle essayé de dire, mais ses yeux devenaient vitreux et sa tête penchée sur le côté. « Sophie ?» Marc a bondi de sa chaise alors que sa femme s'affaissait soudainement en avant, sa tête manquant de peu son assiette alors qu'elle perdait complètement connaissance. Le silence dans la pièce était assourdissant. Marc lui secouait les épaules, essayant de la réveiller, tandis que je restais assise, parfaitement immobile, comprenant exactement ce qui venait de se passer. « Maman, appelle le 15 !» a crié Marc, mais je suis restée assise, regardant la femme inconsciente qui venait d'essayer de me droguer. « Dans un instant, » ai-je dit calmement. « D'abord, je pense que tu dois comprendre ce qui vient de se passer ici. » Marc m'a regardé avec des yeux affolés. « De quoi tu parles? Ma femme vient de s'évanouir. On doit l'emmener à l'hôpital. J'ai pris le verre de Sophie, celui qu'elle était censée boire, et je le lui ai montré. Marc, ta femme a drogué cette boisson. Elle voulait que je la boive, espérant probablement que je deviendrais confuse ou incohérente pour que tu me croies incompétente. C'est insensé, a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction. Sophie ne ferait jamais une chose pareille. Elle a accidentellement échangé nos verres quand je n'ai pas bu tout de suite, ai-je poursuivi. Quoi qu'elle ait mis là-dedans pour me faire paraître instable, elle vient de le consommer elle-même. Je pouvais voir les pièces du puzzle s'assembler dans son esprit. La boisson spéciale que seuls les adultes avaient reçue. L'insistance de Sophie pour que je la goûte, son attention intense pendant que je buvais, son comportement étrange tout au long de la soirée. Nous devons fouiller son sac à main, ai-je dit en me levant calmement. Je soupçonne que nous y trouverons la substance qu'elle a utilisée. Marc m'a regardé longuement, puis a regardé sa femme inconsciente, puis de nouveau moi. Lentement, il s'est dirigé vers le comptoir de la cuisine où Sophie avait laissé son sac. Les mains tremblantes, il l'a ouvert et a fouillé son contenu. Son visage est devenu blême lorsqu'il a sorti un petit flacon de médicaments sur ordonnance qui n'était manifestement pas prescrit à Sophie. L'étiquette indiquait qu'il s'agissait d'un puissant sédatif, le genre qui ferait paraître quelqu'un désorienté et confus. « Oh mon Dieu !» a-t-il murmuré. « Maman, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas ce qu'elle préparait. J'ai regardé mon fils, le voyant vraiment pour la première fois depuis des années.
Il n'était pas le partenaire manipulateur dans ce complot. Il était une autre victime de la manipulation de Sophie, tout comme je l'avais été. Elle nous avait montés l'un contre l'autre, lui faisant croire que je devenais un fardeau tout en orchestrant ma chute. « Appelle le SAMU », lui ai-je dit doucement. « Elle a besoin de soins médicaux. » Et ensuite, nous devrons avoir une très longue conversation sur ce qui se passe dans cette famille. Pendant que Marc composait le 15, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Myriam. J'avais besoin de quelqu'un de confiance pour venir et être témoin de ce qui venait de se produire. « Myriam », ai-je dit quand elle a répondu, « j'ai besoin que tu viennes dans le Marais tout de suite. Quelque chose de terrible s'est produit, mais je pense que cela pourrait aussi être le début de quelque chose de mieux. » Les ambulanciers sont arrivés en moins de 10 minutes, et Sophie a été transportée d'urgence à l'hôpital. Le sédatif qu'elle avait pris était assez puissant pour nécessiter une surveillance médicale, mais les médecins nous ont assuré qu'elle se rétablirait complètement. Marc est monté dans l'ambulance avec elle, me laissant seule dans leur maison avec mes pensées. Je me suis assise dans leur salon, entourée de photos de la famille dont j'avais tant essayé de faire partie. Mais maintenant, je voyais ces images avec un regard neuf. Dans combien d'entre elles Sophie avait-elle l'air sincèrement heureuse de ma présence? Dans combien son sourire était-il réel quand elle me regardait? Myriam est arrivée juste au moment où Marc revenait de l'hôpital. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a immédiatement compris que quelque chose de bouleversant s'était produit. « Il garde Sophie en observation pour la nuit », nous a dit Marc, s'effondrant dans son fauteuil comme un homme qui avait vieilli de 10 ans en une soirée. « Les médecins disent qu'elle ira bien, mais… » Il m'a regardée avec des larmes dans les yeux. « Maman, je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée qu'elle était capable d'une chose pareille. »« Parle-moi de la discussion sur la maison de retraite, » ai-je dit calmement. « Était-ce son idée ?» Il a hoché la tête. « Misérable. »« Elle en parle depuis des mois, disant que tu devenais un fardeau trop lourd, que tu appelais trop souvent et que tu attendais trop de nous. Elle a dit que tu manipulais les enfants avec des cadeaux et que tu essayais de me faire culpabiliser de ne pas passer plus de temps avec toi. » Chaque mot était comme un couteau dans mon cœur, non pas à cause de la cruauté, mais parce que je pouvais voir avec quelle habileté Sophie avait manipulé le récit. Elle avait pris mon amour pour ma famille et l'avait transformé en quelque chose de laid et de pesant. Elle avait fait en sorte que mon fils voie mon affection comme de la manipulation et mes besoins comme déraisonnables. « Et l'argent ?» ai-je demandé. Marc avait l'air honteux. Elle a dit que tu l'offrais librement, que tu voulais aider et que te le demander en retour te blesserait. Elle a dit que tu tirais satisfaction du fait d'être nécessaire financièrement. Myriam écoutait tout cela avec l'expression de quelqu'un qui assiste à une masterclass de violence psychologique. Cette femme, dit-elle enfin, est dangereuse. Et je ne parle pas seulement des médicaments. Au cours des heures suivantes, alors que nous attendions des nouvelles de l'hôpital, toute l'étendue de la manipulation de Sophie est devenue claire. Elle m'avait systématiquement isolée de mon fils et de mes petits-enfants, tout en me saignant financièrement. Chaque demande d'argent était accompagnée d'un subtil chantage affectif, me faisant culpabiliser ne serait-ce que de penser à dire non. Chaque invitation manquée était expliquée comme une façon de me protéger d'être submergée ou de m'ennuyer. Elle m'a dit que tu n'aimais pas vraiment les réunions de famille, a admis Marc. Elle a dit que tu venais seulement par obligation et que tu serais plus heureuse si nous ne te mettions pas la pression pour assister à tout. J'ai pensé à tous les anniversaires et à toutes les fêtes que j'avais passées seule, croyant que ma famille ne voulait tout simplement pas de moi, alors qu'en réalité, Sophie avait activement œuvré pour m'exclure. « Et les petits-enfants ?» ai-je demandé. Elle a dit que tu étais trop âgée pour les suivre, que ce n'était pas juste de te charger de les garder ou de faire des activités. Elle m'a convaincue que te demander de l'aide, c'était profiter de toi. J'ai réalisé que Sophie jouait un jeu à long terme, érodant progressivement ma place dans la famille, tout en faisant croire à tout le monde qu'elle nous protégeait, moi et eux. C'était une guerre psychologique sophistiquée déguisée en prévenance. Les enfants, Thomas et Lucie, sont descendus vers 10 heures, ne comprenant pas pourquoi leur mère n'était pas là pour les coucher. Marc a dû leur expliquer que maman ne se sentait pas bien et qu'elle restait à l'hôpital pour la nuit. « Mamie Hélène peut nous lire une histoire ?» a demandé Lucie, et mon cœur s'est presque brisé à cette simple demande.
À quand remontait la dernière fois qu'un de mes petits-enfants m'avait demandé de faire quelque chose avec eux? Alors que j'étais assise sur le lit de Lucie à lire la toile de Charlotte, avec Thomas blotti contre moi, j'ai réalisé à quel point ces moments m'avaient manqué. Ces enfants me connaissaient à peine, non pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce qu'on leur avait appris que je n'étais pas disponible ou intéressée à faire partie de leur vie. « Mamie ?» a dit Thomas d'une voix endormie. « Comment ça se fait que tu ne viens plus très souvent ?»« Je ne sais pas, mon chéri, » ai-je répondu honnêtement. Mais peut-être que ça va changer maintenant. Myriam est restée avec nous jusqu'à près de minuit, m'aidant à analyser ce qui s'était passé et ce que cela signifiait pour mon avenir. « Hélène, a-t-elle dit en se préparant à partir, tu as reçu un cadeau ce soir. C'est un cadeau terrible, enveloppé de cruauté et de trahison, mais c'est quand même un cadeau. Tu connais maintenant la vérité. La question est, qu'est-ce que tu vas en faire? Cette question m'a tenue éveillée la majeure partie de la nuit. Sophie se remettrait des médicaments, et quand elle le ferait, elle essaierait sans aucun doute de tourner la situation à son avantage. Elle prétendrait probablement que c'était un accident, ou que j'avais d'une manière ou d'une autre tout orchestré pour la faire passer pour la méchante. Elle était douée pour la manipulation et n'abandonnerait pas sans se battre. Mais quelque chose de fondamental avait changé en moi ce soir-là. Pour la première fois depuis des années, j'avais vu ma situation clairement, sans le brouillard de doute et d'autoculpabilisation que Sophie avait cultivé. J'avais été victime de violences financières et psychologiques, et j'avais failli être victime de quelque chose de bien pire. J'ai pensé à la carte de visite du docteur Bernard, toujours pliée dans mon sac. Peut-être était-il temps de parler à un professionnel de ce que j'avais vécu et de la manière d'aller de l'avant. J'ai aussi pensé à mes finances et j'ai réalisé que je devais me protéger immédiatement. Le lendemain matin, Marc m'a ramené dans le 20e et pendant le trajet, nous avons eu la conversation la plus honnête que nous ayons eue depuis des années. Il était dévasté par ce qu'il avait découvert sur sa femme, mais il était aussi déterminé à arranger les choses avec moi. « Maman ?» a-t-il dit alors que nous étions dans les embouteillages sur le périphérique. « Je sais que je ne peux pas effacer des années de souffrance, mais je veux essayer de reconstruire notre relation. Je veux que tu fasses à nouveau partie de nos vies. Je veux que les enfants connaissent vraiment leur grand-mère. »« Et Sophie ?» ai-je demandé. « C'est ta femme et la mère de tes enfants. Je ne serai pas la raison de la fin de votre mariage. » Il est resté silencieux un long moment avant de répondre. « Je ne sais pas si notre mariage peut survivre à ça. Ce qu'elle a fait hier soir. Ce n'était pas seulement mal, c'était criminel. Et si elle me manipule depuis des années à ton sujet, sur quoi d'autre a-t-elle menti? » De retour dans mon appartement, je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de thé et j'ai vraiment regardé mon chez-moi pour la première fois depuis des mois. C'était un petit endroit, mais c'était le mien. Les meubles portaient en eux des souvenirs. Les photos sur les murs racontaient l'histoire d'une vie bien remplie, malgré les chagrins récents. Les livres sur mes étagères représentaient des intérêts et des curiosités dont Sophie m'avait fait avoir honte. J'ai sorti la carte de visite que le docteur Bernard m'avait donnée et j'ai composé le numéro du thérapeute. Il était temps de commencer à guérir de années de violences psychologiques et je savais que je ne pouvais pas le faire seule. « Docteur Chevalier », ai-je dit lorsque la réceptionniste m'a transféré l'appel. « Je m'appelle Hélène Fournier et je pense que j'ai besoin d'aide pour comprendre ce qui m'est arrivé. » Cet appel téléphonique a été le début de ma véritable guérison. Le docteur Chevalier était spécialisé dans la maltraitance des personnes âgées, et elle m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu était plus courant que je ne le pensais. L'exploitation financière des membres âgés de la famille était un problème croissant, et la manipulation psychologique qui l'accompagnait souvent pouvait être dévastatrice. « Hélène, m'a-t-elle dit lors de notre première séance, vous avez été soumise à une campagne systématique conçue pour vous faire douter de votre propre valeur et de votre perception de la réalité. Ce qui s'est passé avec le verre drogué n'était que l'exemple le plus extrême d'un schéma qui dure depuis des années. Elle m'a aidé à voir que mon désir d'être proche de ma famille n'était pas collant ou déraisonnable. Ma générosité financière n'était pas de la complaisance ou de la bêtise. Ma peine d'être exclue n'était pas de l'hypersensibilité ou du drame. J'avais réagi normalement à un traitement anormal. Plus important encore, elle m'a aidé à comprendre que j'avais des choix. Je n'avais pas à accepter d'être maltraitée juste pour maintenir des relations familiales. Je pouvais fixer des limites
et exiger le respect, même si cela signifiait que certaines personnes seraient mal à l'aise avec les changements. La première limite que j'ai fixée était financière. Je suis allée à ma banque et j'ai ouvert de nouveaux comptes qui nécessitaient mon autorisation explicite pour tout retrait. J'ai informé Marc qu'il n'y aurait plus de prêt ou de sauvetage financier, quelle que soit la raison ou l'urgence. Lorsque Sophie est rentrée de l'hôpital, elle est immédiatement passée à l'offensive, affirmant que je l'avais droguée pour la faire passer pour la méchante. Elle a raconté à qui voulait l'entendre que je devenais mentalement instable et dangereuse. Elle a même suggéré que je devrais faire l'objet d'une enquête pour maltraitance sur sa personne. Mais les preuves racontaient une autre histoire. Le flacon d'ordonnance trouvé dans son sac. Les témoins qui l'avaient vu échanger nos verres. La chronologie des événements qui montrait clairement qu'elle s'était droguée accidentellement. Ces accusations sont tombées dans des oreilles de plus en plus sourdes à mesure que les gens réalisaient la vérité sur ce qui s'était passé. Marc était dans une position impossible, mais à son crédit, il s'en est tenu aux faits plutôt qu'à la version de sa femme. Cela a conduit à des disputes de plus en plus intenses entre eux, des disputes que les enfants ne pouvaient s'empêcher d'entendre. « Papa » m'a demandé Lucie un après-midi où j'étais en visite, « pourquoi maman est si en colère tout le temps maintenant ?» J'ai réalisé que ma présence créait plus de stress pour ces enfants innocents, pas moins. Même si je voulais faire partie de leur vie, je ne pouvais pas être la source de conflits constants dans leur foyer. J'ai pris l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. J'ai dit à Marc que je prendrais du recul par rapport aux contacts réguliers jusqu'à ce que lui et Sophie résolvent leurs problèmes conjugaux. Je serai disponible chaque fois qu'il aurait besoin de moi, mais je ne serai pas le coin qui diviserait leur famille. « Maman, tu as tout à fait le droit d'être en colère contre elle, » a dit Marc. « Tu n'as pas à protéger ses sentiments. »« Je ne protège pas ses sentiments, » ai-je répondu. « Je protège le bien-être émotionnel de tes enfants. Et je protège ma propre tranquillité d'esprit. J'ai appris que je ne peux pas contrôler les choix des autres, mais je peux contrôler mes propres réactions à ces choix. » Cette décision de prendre du recul n'était pas une question d'abandon ou de capitulation. Il s'agissait de choisir mes batailles et de protéger mon énergie pour les relations et les activités qui me nourrissaient vraiment. J'ai commencé à passer plus de temps avec Myriam et les amis que je m'étais fait au centre social. Je me suis inscrite à un cours d'aquarelle, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer, mais que je n'avais jamais senti avoir la permission de faire. J'ai fait des excursions d'une journée dans les musées de Paris, redécouvrant la ville où j'avais vécu toute ma vie, mais que j'avais rarement explorée. Un après-midi de printemps particulièrement beau, Myriam et moi nous promenions dans le jardin du Luxembourg après avoir visité le musée d'Orsay. Les cerisiers étaient en pleine floraison et des familles partout profitaient de pique-niques et de jeux en plein air. « Regarde-toi » a dit Myriam en me souriant alors que nous trouvions un banc surplombant le grand bassin. « Tu rayonnes, Hélène. Tu as l'air d'avoir 10 ans de moins qu'il y a 6 mois. » Elle avait raison. Je me sentais plus légère, à la fois physiquement et émotionnellement. La boule d'anxiété constante dans mon estomac avait disparu. Je dormais mieux la nuit. Je prenais même à nouveau plaisir à manger, prenant le temps de cuisiner des repas que je voulais vraiment manger, au lieu de simplement suivre les mouvements de la survie. Je n'avais jamais réalisé combien d'énergie je dépensais à essayer de rendre les autres heureux, lui ai-je dit, ou combien peu d'énergie il me restait pour mon propre bonheur. « Et maintenant ?» a-t-elle demandé. « Maintenant, j'apprends que mon bonheur est ma responsabilité, pas mon fardeau, » ai-je dit. Et le bonheur des autres n'est pas non plus ma responsabilité. Ce soir-là, je suis rentrée à mon appartement pour trouver un message de Marc sur mon répondeur. Mon cœur s'est immédiatement emballé, me demandant s'il y avait une urgence avec les enfants. Mais quand j'ai écouté le message, sa voix semblait calme. « Salut, maman. Je voulais juste te faire savoir que Sophie et moi allons divorcer. Elle a emménagé chez sa sœur pour le moment, et les enfants et moi allons bien. Quand tu seras prête, nous serions ravis de t'inviter à dîner. Pas d'ordre du jour, pas de drame, juste un moment en famille. Je t'aime. » Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai pleuré. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de soulagement, exactement. C'étaient des larmes de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. 3 semaines plus tard,
j'ai dîné avec Marc et les enfants. C'était un repas simple, pizza à emporter et salade, mais c'était le dîner de famille le plus agréable que j'ai eu en une décennie. Les enfants ont bavardé sur l'école et les amis et m'ont montré leurs dessins et leurs projets de scolaire. Marc m'a posé des questions sur mes cours de peinture et semblait sincèrement intéressé par mes réponses. « Mamie, » a dit Thomas alors que je me préparais à partir, « tu peux m'apprendre à faire la tarte aux pommes comme tu la faisais pour papa quand il était petit ?» « J'adorerais ça, » lui ai-je dit, et je le pensais sincèrement. En rentrant en métro ce soir-là, j'ai réfléchi à quel point cette soirée avait été différente de toutes les réunions de famille des dernières années. Il n'y avait pas de tension dans l'air, pas de sentiment d'être toléré plutôt qu'accueilli. Les enfants étaient détendus et affectueux d'une manière qu'ils n'avaient jamais été lorsque Sophie orchestrait nos interactions. Je comprenais maintenant que la manipulation de Sophie avait affecté tout le monde dans la famille, pas seulement moi. En contrôlant mon accès à Marc et aux enfants, elle les avait également privés d'une relation avec moi. Son besoin d'être le centre de l'attention avait nécessité l'élimination de toute concurrence, même de la part d'une grand-mère qui ne voulait qu'aimer sa famille. Mais je comprenais aussi que j'avais joué un rôle en permettant que cela se produise. Ma peur des conflits et mon besoin désespéré d'être aimé m'avaient rendu complice de ma propre maltraitance. J'avais accepté un comportement inacceptable parce que j'avais peur qu'exiger mieux me coûterait entièrement ces relations. Le docteur Chevalier m'a aidé à voir que cette peur n'était pas irrationnelle. Parfois, fixer des limites coûte des relations. Parfois, les gens qui ont exploité nos faiblesses choisiront de partir plutôt que de nous traiter avec respect. Mais elle m'a aussi aidé à comprendre que les relations basées sur l'exploitation ne sont pas vraiment des relations. Ce sont des transactions déguisées en amour. « Hélène, » m'a-t-elle dit lors d'une de nos séances, « vous n'arrêtez pas de dire que vous aviez peur de perdre l'amour de votre famille. Mais pouvez-vous perdre quelque chose que vous n'avez jamais vraiment eu ?» Cette question m'a hantée pendant des semaines, me forçant à examiner avec une honnêteté brutale ce qu'avaient réellement été mes relations avec Marc et Sophie. M'avaient-ils aimé ou avaient-ils aimé ce que je pouvais faire pour eux? Avais-je été un membre de la famille apprécié ou une ressource utile à gérer et à manipuler? La réponse était douloureuse mais libératrice. J'avais vécu dans le fantasme de relations familiales aimantes, alors que la réalité était bien plus transactionnelle et conditionnelle. L'amour que j'avais si désespérément cherché à préserver n'avait existé en grande partie que dans mon imagination. Mais voici ce à quoi je ne m'attendais pas. Une fois que j'ai cessé de chercher désespérément l'amour, j'ai réellement commencé à le recevoir. Marc, libéré de l'influence et de la manipulation de Sophie, a commencé à m'appeler régulièrement juste pour discuter. Les conversations étaient différentes maintenant, plus honnêtes, plus réciproques. Il me posait des questions sur ma vie, non pas par obligation, mais par curiosité et sollicitude sincère. Les enfants, ne recevant plus de messages subtils indiquant que mamie était un fardeau ou un inconvénient, ont commencé à m'appeler spontanément pour partager une bonne nouvelle ou demander de l'aide pour leurs devoirs. Thomas et moi avons commencé à avoir des séances de pâtisserie régulières, où il apprenait les recettes de famille, pendant que j'apprenais ses espoirs et ses rêves. Lucie a découvert que j'avais été une lectrice passionnée toute ma vie et a commencé à me demander des recommandations de livres. Nous avons lancé un club de lecture grand-mère-petite-fille, lisant les mêmes livres et en discutant autour d'une glace à Paris. Ces relations semblaient complètement différentes des interactions tendues des années précédentes. Il y avait une aisance et un naturel qui m'avaient manqué sans même que je m'en rende compte. Environ 8 mois après l'incident du dîner, j'ai reçu un appel inattendu de Sophie. Elle vivait chez sa sœur dans les Yvelines depuis la séparation et, selon Marc, elle avait du mal à accepter la réalité du divorce et ses implications financières. « Hélène, » dit-elle, sa voix plus faible et moins assurée que dans mon souvenir, je me demandais si nous pouvions parler. Je sais que j'ai fait des erreurs et j'aimerais essayer de réparer les choses. Mon premier réflexe a été de raccrocher. Cette femme avait essayé de me droguer et avait passé des années à détruire systématiquement mes relations avec ma famille. Mais le docteur Chevalier m'avait fait travailler sur la différence entre le pardon et la réconciliation, et j'étais curieuse d'entendre ce que Sophie avait à dire.
Nous nous sommes rencontrés dans un café à Paris, un territoire neutre qui nous semblait sûr à toutes les deux. Sophie avait l'air fatiguée et plus âgée que dans mon souvenir. La femme confiante et manipulatrice qui m'avait terrorisée pendant des années semblait diminuée et incertaine. « Je veux m'excuser », a-t-elle commencé, sans me regarder dans les yeux. Ce que j'ai fait ce soir-là avec le verre, c'était inexcusable. J'étais désespérée et stupide, et j'aurais pu vous blesser gravement. J'ai attendu qu'elle continue, sans lui faciliter la tâche avec des mots rassurants ou un pardon rapide. « Je sais que vous ne me croirez probablement pas, » a-t-elle poursuivi, « mais je n'ai jamais eu l'intention que les choses aillent aussi loin. Au début, j'étais juste. Jalouse, je suppose. Marc parlait constamment de vous, de combien vous étiez merveilleuse, de combien son père lui manquait, de combien il s'inquiétait que vous soyez seule. J'avais l'impression d'être en compétition avec ce souvenir parfait de son enfance. Alors vous avez décidé de ternir ce souvenir en le montant contre moi, ai-je dit calmement. Elle a tressailli à ma franchise. Je me suis convaincue que je protégeais notre famille, que vous étiez trop dépendante de Marc, que vous l'empêchiez de construire sa propre vie. Chaque fois qu'il voulait vous aider ou passer du temps avec vous, j'avais l'impression qu'il vous choisissait au détriment de moi et des enfants. Et l'argent ? Ai-je demandé. Ça a commencé par un besoin réel, a-t-elle dit, l'air honteux. Mais quand j'ai vu avec quelle facilité vous le donniez, combien vous vouliez aider. Je suppose que c'est devenu une dépendance. Avoir cette sécurité, savoir que nous pouvions toujours vous demander de l'aide quand les choses devenaient difficiles. Je me suis dit que vous pouviez vous le permettre, que cela vous donnait le sentiment d'être utile. Qu'est-ce qui a changé ? Ai-je demandé. Pourquoi me dites-vous cela maintenant ? Sophie est restée silencieuse un long moment, remuant distraitement son café. Perdre Marc, a-t-elle dit enfin. Perdre les enfants la plupart du temps. Vivre avec ma sœur et voir comment elle traite notre mère, avec respect et gratitude au lieu de manipulation. J'ai réalisé que j'avais détruit quelque chose de précieux parce que j'étais trop peu sûre de moi pour l'apprécier. J'ai regardé cette femme qui m'avait causé tant de douleur et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la pitié. Elle avait été si occupée à orchestrer et à contrôler qu'elle était passée à côté de l'amour et du soutien sincère qui aurait pu être sien si elle avait simplement été honnête et gentille. « Sophie, ai-je dit, j'apprécie vos excuses. Vraiment. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Je ne suis plus la même personne qu'il y a 8 mois. Je ne reviendrai pas aux anciens schémas d'interaction, peu importe comment la situation entre vous et Marc se résoudra. »« Que voulez-vous dire ?» a-t-elle demandé. « Je veux dire que je ne donnerai plus d'argent à quiconque pour acheter son affection. Je ne serai pas disponible pour être maltraitée juste pour maintenir des relations familiales. Je n'accepterai pas d'être exclue, ignorée ou manipulée, même par les personnes que j'aime. » Elle a semblé frappée. « Donc vous dites qu'il n'y a aucun moyen que nous puissions avoir une relation ? » Je dis que toute relation devrait être basée sur l'honnêteté et le respect mutuel, ai-je répondu. Et cela sera vrai que vous et Marc vous réconciliez ou non. Mes limites ne sont pas une punition, Sophie. C'est de l'autopréservation. Nous nous sommes quittés ce jour-là avec une sorte de compréhension, sinon de pardon. Sophie commençait son propre voyage pour reconnaître les dommages que son comportement avait causés, et je continuais le mien pour construire une vie basée sur le respect de soi, plutôt que sur le désir désespéré de plaire. Le divorce a été finalisé 6 mois plus tard. Marc a obtenu la garde principale des enfants, avec un droit de visite régulier mais supervisé pour Sophie. Le règlement financier a été compliqué car une grande partie de leurs biens matrimoniaux provenait à l'origine de mes prêts, mais j'ai décidé de ne pas chercher à être remboursée. Cet argent était parti, et j'avais appris une leçon précieuse sur le coût d'acheter l'amour. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur la construction d'une véritable richesse dans ma vie, une richesse de relations, d'expériences et d'épanouissement personnel. J'ai suivi un cours de photographie et j'ai commencé à documenter la beauté que je trouvais dans la vie quotidienne parisienne. J'ai fait du bénévolat dans un centre d'alphabétisation, aidant d'autres adultes à apprendre à lire. J'ai rejoint l'association de Myriam et j'ai trouvé une communauté qui nourrissait mon âme sans rien exiger en retour.
1 an après l'incident du dîner, Marc m'a surprise avec une petite fête pour célébrer ce qu'il a appelé mon jour de l'indépendance. Il avait invité Myriam, mon amie du cours de peinture, mes collègues bénévoles et le docteur Chevalier. Les enfants avaient fait des décorations, et Lucie avait écrit un poème sur la fierté qu'elle éprouvait pour le courage de sa grand-mère. « Maman, a dit Marc dans un court discours, tu m'as appris quelque chose d'important cette année. Tu m'as montré que l'amour n'est pas une question de sacrifice et de martyr. C'est une question de respect et d'attention sincère. Tu m'as montré qu'être une famille ne donne à personne le droit de maltraiter quelqu'un d'autre. Et tu m'as montré qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » J'ai regardé autour de moi les personnes qui se souciaient sincèrement de moi, qui appréciaient ma compagnie sans rien vouloir en retour, qui célébraient mon bonheur au lieu d'exploiter ma générosité. C'est ce que j'avais cherché toute ma vie, sans savoir comment le trouver. Cette nuit-là, assise dans mon appartement et regardant les lumières de Paris au loin, j'ai pensé à la femme que j'étais 1 an auparavant, désespérée, anxieuse, marchant constamment sur des œufs, mesurant ma valeur à l'utilité que je pouvais avoir pour les autres. La transformation n'avait pas été facile. Il y avait eu des moments de profonde solitude, alors que j'apprenais à distinguer être seule et se sentir seule. Il y avait eu des moments de doute où je me demandais si j'étais trop dure ou si j'en demandais trop. Il y avait eu des moments de deuil, alors que je pleurais la dynamique familiale que j'avais voulue, mais que je n'avais jamais vraiment eue. Mais il y avait aussi eu des moments de pure joie en découvrant des intérêts et des capacités que j'avais oublié posséder. Des moments de profonde satisfaction en apprenant à dire non aux demandes qui ne correspondaient pas à mes valeurs. Des moments de paix profonde en arrêtant d'essayer de contrôler les opinions des autres sur moi. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Myriam, quelque chose que je n'aurais jamais fait par le passé de peur de déranger quelqu'un. « Hélène », a-t-elle répondu chaleureusement. « Comment était ta fête ?» « C'était merveilleux, lui ai-je dit. Mais tu sais quelle a été la meilleure partie? J'ai réalisé que je ne jouais pas un rôle pour obtenir l'approbation de qui que ce soit. Je profitais simplement d'être avec des gens qui m'apprécient vraiment. « Ma chérie ?» a ri Myriam, utilisant ce terme affectueux qui me faisait toujours me sentir choyée. C'est à ça que ressemblent les relations normales. Je suis si fière de toi d'avoir compris ça. En me préparant à me coucher ce soir-là, je me suis aperçue dans le miroir de la salle de bain. La femme qui me regardait avait des cheveux argentés comme les miens et les mêmes rides autour des yeux. Mais il y avait quelque chose de fondamentalement différent dans son expression. Elle avait l'air calme, elle avait l'air confiante. Elle ressemblait à quelqu'un qui connaissait sa propre valeur. 2 ans ont passé depuis cette soirée terrible et merveilleuse où Sophie s'est accidentellement droguée à ma place. Les enfants sont plus grands maintenant. Thomas a 12 ans et Lucie en a 10. Ils passent un week-end sur 2 avec moi, non par obligation, mais parce que nous apprécions sincèrement la compagnie les uns des autres. Nous cuisinons ensemble, explorons les musées, lisons des livres et parlons de la vie de manière naturelle et spontanée. Marc a commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, une femme gentille nommée Isabelle, qui est enseignante à Paris. Elle me traite avec le respect et la chaleur qui devraient être la norme dans les relations familiales, mais qui semble miraculeux après des années d'hostilité de Sophie. Lorsque je la rencontre pour la première fois, elle m'apporte des fleurs et me pose des questions sincères sur ma vie et mes intérêts. « Marc m'a tellement parlé de vous, » dit-elle, et sa façon de le dire me fait croire qu'elle a entendu de bonnes choses, pas des plaintes sur ma dépendance ou mon ingérence. Sophie a également tourné la page, se remariant avec un homme qu'elle a rencontré par son travail. Selon Marc, elle semble plus heureuse dans cette nouvelle relation, peut-être parce qu'elle a appris quelque chose sur elle-même de la destruction de notre famille. J'espère sincèrement que c'est vrai. Je ne lui veux aucun mal, mais je ne la souhaite pas non plus de retour dans nos vies. Le docteur Chevalier et moi avons mis fin à nos séances régulières il y a environ 6 mois, mais je l'appelle encore de temps en temps quand j'ai besoin de perspectives sur une situation particulière. Elle m'a aidé à comprendre que la guérison de la violence psychologique est un processus continu, pas une destination que l'on atteint pour ensuite s'arrêter de travailler. « Hélène, m'a-t-elle dit lors de notre dernière séance, vous vous êtes offert le plus beau des cadeaux. Vous avez appris à distinguer l'amour du besoin, la gentillesse de la complaisance, la loyauté familiale du dysfonctionnement familial. Ce sont des distinctions que la plupart des gens ne font jamais.
Myriam et moi restons des amis proches, et elle est devenue une sorte de légende locale pour sa capacité à repérer et conseiller les personnes piégées dans des relations manipulatrices. Elle attribue toujours à notre amitié le mérite de lui avoir appris à reconnaître les signes plus tôt chez les autres. Tu m'as montré à quoi ressemble l'esprit de quelqu'un qui est écrasé lentement, m'a-t-elle dit récemment. Maintenant, quand je vois ce même regard dans les yeux d'autres personnes, je sais qu'il faut poser plus de questions et écouter plus attentivement. Ma peinture a progressé au point que je prépare une petite exposition au centre social. Les tableaux sont principalement des scènes de Paris, la vue de la fenêtre de mon appartement à différents moments de la journée, les visages des gens que j'ai rencontrés au Jardin du Luxembourg, les saisons qui changent sur Belleville. Mais le fil conducteur de tous est la lumière. Même les peintures les plus sombres ont une source d'illumination, une suggestion que l'aube arrive. La photographie que j'ai commencée est devenue une autre source de joie inattendue. J'ai documenté la vie des personnes âgées de mon quartier, créant une série de portraits que j'appelle « Toujours là, toujours vivant ». Les visages de mes photographies racontent des histoires de résilience, de sagesse et de croissance continue. Ils me rappellent que vieillir ne signifie pas nécessairement diminuer. Cela peut signifier mûrir. Ma situation financière s'est stabilisée maintenant que je ne subviens plus au style de vie des autres. L'argent que je dépensais en tentative désespérée d'acheter de l'amour est maintenant disponible pour des choses qui enrichissent vraiment ma vie. Matériel d'art, abonnement au musée, voyages occasionnels pour visiter des sites historiques que j'ai toujours voulu voir. Le mois dernier, j'ai fait mon premier voyage en solo depuis des décennies, me rendant à Lyon pour visiter les musées et les monuments que je n'avais vus qu'en photo. En marchant dans les couloirs du musée des Beaux-Arts, je me sentais comme une touriste dans mon propre pays, découvrant des trésors qui avaient toujours été là, mais que je ne m'étais jamais autorisée à explorer. Dans le train du retour, en regardant le paysage défiler par ma fenêtre, j'ai pensé à la femme qui avait été si désespérée de liens familiaux qu'elle acceptait n'importe quel traitement, juste pour rester incluse. Cette femme me semblait être un personnage d'un livre que j'avais lu autrefois plutôt que mon ancien moi. Les fêtes de fin d'année ont été différentes de toutes celles que j'ai connues récemment. Au lieu de me préparer anxieusement à des rassemblements où je serais tolérée plutôt que célébrée, j'étais sincèrement excitée de passer du temps avec des gens qui voulaient être avec moi. Le repas de Noël a eu lieu dans le nouvel appartement de Marc et Isabelle à Paris, un espace chaleureux et confortable qui ressemble à un vrai foyer familial plutôt qu'à une vitrine. Le repas était collaboratif. Tout le monde a contribué à quelque chose. Et tout le monde a aidé à nettoyer. Isabelle m'a demandé de lui apprendre la recette de farce de ma mère, non par simple politesse, mais parce qu'elle l'avait goûtée lors de notre précédente réunion et voulait vraiment l'apprendre. « Hélène, a-t-elle dit alors que nous travaillions ensemble dans la cuisine, j'espère que vous savez à quel point Marc vous aime. Il parle constamment de vous, de sa fierté pour votre art, du plaisir qu'il a à discuter avec vous, de sa gratitude pour les merveilleuses relations que vous avez nouées avec les enfants. Le réveillon a été encore meilleur. Lucie et Thomas avaient économisé leur argent de poche pour m'acheter du matériel d'art, et leur excitation sincère lorsque j'ai ouvert les cadeaux m'a fait pleurer de joie. Marc m'a offert un abonnement à un magazine d'art que j'avais mentionné vouloir lire, et Isabelle m'a offert une belle écharpe qu'elle avait choisie parce qu'elle pensait que les couleurs iraient à merveille avec mes cheveux argentés. Mais le cadeau qui a le plus compté venait de Myriam. C'était une petite photo encadrée qu'elle avait prise de moi à mon exposition d'art, debout à côté d'un de mes tableaux, souriant d'une joie sincère. Sur la photo, je ressemble à quelqu'un qui est exactement à sa place. « C'est comme ça que je te vois », avait-elle écrit au dos. Fière, talentueuse et complètement toi-même. Au moment où j'écris ces lignes, je suis assise dans mon appartement par un froid matin de février, regardant la neige tomber sur Paris et pensant à l'incroyable voyage de ces 2 dernières années. L'appartement semble différent maintenant, plus lumineux, plus coloré, rempli de mes œuvres d'art, de mes photographies et de livres qui reflètent mes véritables intérêts, plutôt que ce que je pensais impressionnerait les autres. Le téléphone sonne de temps en temps avec des invitations à des activités auxquelles je veux vraiment participer. Mon agenda comporte des événements que j'attends avec impatience, plutôt que de les redouter.
Mon compte en banque contient de l'argent qui est à moi, à dépenser pour mes propres priorités et plaisirs. Mais le plus grand changement n'est pas visible dans mon environnement ou mon emploi du temps. Il est dans ma relation avec moi-même. Je ne me réveille plus chaque matin en me demandant comment je peux rendre les autres heureux. Je me réveille en me demandant ce qui pourrait m'apporter de la joie aujourd'hui, ce que je pourrais apprendre, quelle beauté je pourrais découvrir. J'ai appris que s'aimer soi-même n'est pas égoïste. C'est essentiel. Quand je sacrifiais constamment mes propres besoins et désirs pour apaiser les autres, je n'avais rien de sincère à offrir à personne. Je fonctionnais à vide, donnant à partir d'un lieu de désespoir plutôt que d'abondance. Maintenant que j'ai pris soin de mon propre bien-être émotionnel et financier, l'amour que j'offre à ma famille est plus sain et plus durable. Je peux profiter de la compagnie de Thomas sans me sentir désespéré de son affection. Je peux avoir un désaccord avec Marc sans craindre que cela ne mette fin à notre relation. Je peux apprécier la personnalité de Lucie sans avoir besoin de son approbation pour me sentir valable. Les enfants m'ont dit qu'ils préféraient cette version de leur grand-mère, plus détendue, plus amusante, plus présente dans les conversations parce que je ne suis pas constamment inquiète de dire la mauvaise chose. « Mamie, m'a dit Thomas récemment, tu as l'air vraiment heureuse maintenant. » « Je suis heureuse, mon chéri, lui ai-je dit. J'ai appris que le bonheur est quelque chose que l'on crée pour soi-même, pas quelque chose que l'on attend que les autres vous donnent. Si j'avais un message pour mon moi plus jeune, ou pour quiconque reconnaît sa propre histoire dans la mienne, ce serait ceci. Vous méritez le respect et la gentillesse simplement parce que vous existez. Vos besoins et vos sentiments comptent. Votre bonheur n'est pas égoïste. Vos limites ne sont pas méchantes. Votre valeur n'est pas déterminée par votre utilité pour les autres. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour exiger un meilleur traitement. Il n'est jamais trop tard pour découvrir qui vous êtes vraiment lorsque vous ne jouez pas un rôle pour l'approbation des autres. Les relations familiales qui survivront à votre transformation seront celles qui valent la peine d'être conservées. Celles qui ne survivront pas n'étaient probablement pas de vraies relations au départ, peu importe à quel point vous le vouliez. Certaines personnes vous traiteront d'égoïste lorsque vous commencerez à prendre soin de vous. Certaines diront que vous avez changé d'une manière qui ne leur plaît pas. Certaines essaieront de vous faire culpabiliser pour que vous reveniez à d'anciens schémas qui les servaient, mais vous blessaient. Laissez-les faire. Leur malaise face à votre croissance ne dit rien sur vous, et tout sur ce qu'ils vous prenaient avant. Les personnes saines veulent que les personnes qu'elles aiment soient saines et heureuses. Les personnes malsaines veulent que les personnes qu'elles aiment soient utiles et disponibles. Choisissez des relations avec des personnes qui célèbrent votre bonheur plutôt que d'exploiter votre générosité. Choisissez des personnes qui respectent vos limites plutôt que de les tester. Choisissez des personnes qui voient votre valeur plutôt que votre utilité. En regardant par ma fenêtre la vie qui s'agite en bas dans les rues de Paris, je ressens une profonde gratitude pour le voyage qui m'a amené ici. Même les parties douloureuses étaient nécessaires. Même la cruauté de Sophie était un cadeau déguisé, car elle m'a forcé à me réveiller et à voir la vérité sur ma situation. Je pense à cette terrible soirée où je l'ai vue s'effondrer à cause de son propre plan tordu, et je réalise qu'à ce moment-là, je suis née de nouveau. Pas quand elle est tombée, mais quand j'ai choisi de rester calme et forte au lieu de m'effondrer. Quand j'ai choisi de chercher la vérité au lieu de trouver des excuses. Quand j'ai choisi de me protéger au lieu de protéger les personnes qui me faisaient du mal. Cette nuit-là, j'ai cessé d'être une victime et je suis devenue une survivante. Et puis, je suis devenue quelque chose d'encore mieux. Je suis devenue quelqu'un qui s'épanouit. Vous êtes-vous déjà senti invisible au sein de votre propre famille? Vous êtes-vous déjà retrouvé à donner et donner jusqu'à ne plus rien avoir? Vous êtes-vous déjà demandé si les personnes que vous aimez vous aiment vraiment en retour, ou si elles aiment simplement ce que vous faites pour elles? Si tout cela vous semble familier, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il n'est pas trop tard pour changer votre histoire. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos expériences comptent et pourraient aider quelqu'un d'autre à réaliser qu'il n'est pas seul dans sa lutte. Et si mon histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner. Ensemble,
Nous pouvons nous soutenir mutuellement pour choisir la dignité plutôt que le désespoir, le respect de soi plutôt que le sacrifice de soi, et l'amour sincère plutôt que la loyauté jouée. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci de m'avoir vu, vraiment vu, peut-être d'une manière dont je n'avais pas été vue depuis des années. Votre attention et votre compréhension ont été un cadeau pour mon cœur en guérison.